De ce banquet d'été 2017, Gilles Anus, qui dirige les cahiers d'études lévinassiennes et enseigne la philosophie, aura beaucoup agi. L'acte et la pensée était le titre du séminaire qu'il a animé et dirigé au tout début de cette semaine. Et il a proposé chaque jour aux lecteurs de Corbière Matin, notre journal numérique, de brèves mais précieuses variations sur l'action. Dans la 8e variation, qui concluait aujourd'hui l'exercice, il avance l'hypothèse suivante. Il est peut-être temps de revenir, par-delà le volontarisme activiste, comme le paresseux-quiétisme, à une réelle pensée de l'action, dont les premiers éléments pourraient être ceux-ci: réquisition, incertitude, audace, urgence. Nous écoutons sans plus tarder Gilles. Merci Benoît. Alors je voudrais, avant de commencer, et parce que ce banquet va bientôt se terminer, après moi il reste Didier Deninx et puis la grande aventure de la lecture de l'Iliade, je voudrais saluer et remercier tous ceux qui, côté jardin, font fonctionner ce banquet. Techniciens, serveurs, cuisiniers, libraires, tous ceux qu'on ne verra jamais ici sur l'estrade, mais sans lesquels il n'y aurait pas d'estrade. Je veux aussi saluer, ou je voudrais aussi saluer les absents. Et je pense en particulier à Jacques Pruner et à Jean-Louis Comolli, bien sûr. Enfin, je voudrais saluer, à l'instar de Jean-Michel Mariou et Mathieu Riboulet, le travail remarquable accompli durant des années par Marie-Françoise et Dominique Bondu. Donc, mon intervention s'appelle « Envisager le réel ». Le monde se donne d'abord dans une sorte de chaos. Étourdissante, sa présence ne fait pas d'emblée sens. Non qu'il soit hostile, mais il est comme trop là. Il nous entoure, il nous porte, nous y baignons. C'est ce que Lévinas appelle l'élémental. L'élément, comme le monde qui en est composé, est compact, matériel, mais il fait pourtant place à celui qui s'y immerge, comme l'eau de l'Orbieu accueille les corps qui y plongent. Liquide ou nuageux, il ressemble à la vapeur dont les versets bibliques disent au 2e chapitre de la Genèse qu'elle couvrait la terre et l'humectait avant que ne tombent les premières pluies et que n'existât l'homme pour cultiver la terre. Je vous lis le verset en hébreu. Il s'entend de la façon suivante. Vehed ya'ale min haaretz ve'ishka et kol pnei ha'adama. Ça veut dire, dans une traduction libre, et une nuée s'élevait de la terre, haaretz, et humectait, irriguait, abreuvait toute la surface de la terre. Adama, cette fois-ci. Ce monde, couvert d'une vapeur, d'un nuage, c'est déjà le monde. Le texte vient de dire que Dieu avait fini son ouvrage, mais ça ne l'est pas vraiment, pas tout à fait. Car rien n'y a encore poussé de ce qui a déjà pourtant été créé. Tout n'y existe encore que comme en puissance. Le monde est certes là, il comprend déjà tout ce qui va le composer, et qu'a détaillé le premier chapitre du livre, mais tout en lui reste indistinct. Tout est d'une pièce. Ce monde a quelque chose de nébuleux. Il n'a pas encore, pour reprendre l'image d'un maître du Midrash, il n'a pas encore de visage. Car, dit-il, ce maître, c'est la pluie qui donne un visage à la terre. Bon, il sollicite le mot hébreu « kol pnei ha'adama », ce que j'ai traduit par toute la surface de la terre. Le mot « pnei », c'est le mot qui dit aussi la face, tout simplement, et donc le visage. Dans le verset qui suit immédiatement, apparaît l'homme. Homme qui semble incapable de vivre sans débroussailler, sans cultiver, sans aménager l'espace et le temps, arpenter, parcourir l'espace, travailler, transformer la matière, comprendre, habiter, raconter, décrire,
sont quelques-uns des actes qu'il met en œuvre pour ce faire. Il renvoie ces actes, je crois, aux 3 verbes qui nous réunissent cette année à la grâce, ou qui nous ont réunis cette année à la grâce: penser, rêver, agir. Ces 3 verbes, je vais les entendre comme désignant 3 modalités de notre rapport au réel. Et disons pour le moment que par ce mot de réel, je désigne ce monde dont je viens de parler, cette vapeur de monde dans laquelle l'homme vient à l'existence. Penser, ce n'est pas seulement former des idées, comme le disent les classiques. Rêver, susciter des images ou des représentations hallucinatoires, comme le dit la psychologie ou la psychanalyse. Agir, enfin, ça n'est pas seulement agencer des moyens en vue d'une fin. Non, penser, rêver, agir sont des manières d'approcher le réel pour tenter d'en faire un monde. D'envisager donc le réel pour en extraire les potentialités qui s'y trouvent présentes, mais enfouies. Des façons, autrement dit, de faire venir le monde à l'existence. Alors à ce monde nuageux, aérien, suspendu dans l'espace et le temps, correspond un âge. Cet âge, c'est l'enfance. Enfance que caractérise la spontanéité et la rapidité. Dans un petit texte très beau qui s'intitule « Morale du joujou », c'est un texte que moi j'ai découvert en lisant par hasard Georges Didier Huberman. Donc dans ce petit texte, Morale du joujou, Baudelaire, dont Martin Rueff a parlé hier, Baudelaire décrit, je le cite, et vous verrez ça n'est pas sans lien si vous avez entendu Jean-Christophe Bailly l'autre fois avec ce qu'il a appelé la superposition. Donc Baudelaire décrit, je cite, « cette admirable et lumineuse promptitude qui caractérise les enfants, chez qui le désir, rêver, la délibération, penser, c'est moi qui ajoute le no-verbe évidemment, et l'action ne font pour ainsi dire qu'une seule faculté, par laquelle il se distingue des hommes dégénérés, en qui au contraire la délibération mange presque tout le temps. » Donc, nébuleuse concentration du rapport au réel chez l'enfant, délai fatal chez l'adulte dégénéré, paradoxalement impuissant à vivre, impuissant à retrouver le hors-temps de l'enfance, cette parenthèse dans laquelle désirer, délibérer, agir sont synchrones ou contemporains. La vieillesse nommant un retard, un écart grandissant vis-à-vis du temps et de la vie. La simplicité, qu'on prête un peu facilement à l'enfance, est en réalité un complexe où s'entremêlent les 3 modalités de notre rapport au réel. Et la dégénérescence, pour reprendre le mot de Baudelaire, consiste à ne plus pouvoir éprouver leur unité que sous la forme du souvenir. Le principe de la dissociation, c'est le temps, qui fait que désir et délibération, puis délibération et action, ne sont plus contemporains, mais existent désormais à distance les uns des autres. C'est exactement notre problème. Penser, rêver, agir, ou quand ces 3 facettes d'une même faculté, la faculté d'être au monde, ne se donnent plus que dans leur séparation. Pour Baudelaire, vous l'avez entendu, la séparation est dégénérescence, dont la marque la plus évidente est l'importance qui prend la délibération, interdisant que l'espace qui la sépare en amont comme en aval de ses semblables ne soit comblé, ne puisse même être parcouru. Ainsi, l'adulte baudelairien, tergiverse et cède parfois au spleen, dont Walter Benjamin dit qu'il est, je cite, le sentiment qui correspond à la catastrophe en puissance. Et par catastrophe, il faut entendre, précise Benjamin, la perpétuation de ce qui existe. La catastrophe, la perpétuation de ce qui existe. La patience, dans cette optique, est le signe de la dégénérescence, invitant à la pure répétition. Seule l'impatience vécue, l'impatience érigée en mode de vie, en modalité du rapport au monde, relève de la vie réelle. Autrement dit, la patience est conservatrice, qui finit par oublier ce qu'on attendait, par faire oublier ce qu'on attendait, et elle a quelque chose d'infernal. Je vous rappellerai pour illustration, si vous vous en souvenez, la dernière phrase de la pièce de Jean-Paul Sartre, Biais clos. Eh bien, continuons. Ça ne s'arrêtera pas. L'impatience, elle, est révolutionnaire.
il y a, si vous voulez, une forme de platonisme de Baudelaire. Pour lui, comme pour le philosophe, comme pour Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, et dans cette formule, il accentue le mot d'image au sens de simulacre, de réalité dégradée. Dans le temps, c'est la présence, la coprésence des trois aspects qui s'estompent. Baudelaire n'envisage à aucun moment la possibilité de retrouver ou de trouver l'éternité dans le mouvement même du temps. On perçoit une nostalgie comparable, une nostalgie de l'enfance et de son extratemporalité, chez le grand lecteur de Baudelaire qu'a été Walter Benjamin. Chez lui, la révolution n'est pas sans lien avec l'enfance. La lumineuse spontanéité de la seconde consonne avec la radicale nouveauté de la première. Dans la 15e de ces fameuses thèses sur le concept d'histoire, rédigée en 1940, donc très peu de temps avant la mort de Walter Benjamin, il affirme que les classes révolutionnaires, lorsqu'elles agissent, ont conscience, je le cite, de faire sauter le continuum de l'histoire. Et donc, on entend aussi cette sortie du temps, faire sauter le continuum de l'histoire. Et il ajoute aussitôt, de façon très étonnante, on en a parlé lors du séminaire avec ceux qui étaient là, que la Grande Révolution, on parle de la Révolution française bien entendu, que la Grande Révolution a introduit un nouveau calendrier. Et donc, il faut entendre, semble-t-il, le calendrier hors l'espace rectiligne du continuum auquel toute révolution prétend mettre fin. Donc il faudrait, chez Benjamin, distinguer deux formes de temps, en tout cas deux manières de décompter le temps. Celle de l'horloge, qui ponctue chacun de nos gestes, et celle du calendrier, qui aménage l'année et par-delà, qui aménage le temps humain. Le temps de l'horloge, c'est un continuum homogène et vide, dit la 14e thèse. Il se déploie inexorablement, il va de l'avant, ramenant tout en arrière aussitôt qu'il passe, et il ne fait que passer. Son principe est d'extension ou d'expansion. Le temps du calendrier s'en distingue nettement. Je cite Walter Benjamin. Le jour par lequel commence un calendrier fonctionne comme un accéléré. Alors, problème de traduction, le mot c'est Zeitraffer. En allemand, ça peut vouloir dire accéléré, comme c'est traduit souvent par les gens qui ont traduit ce texte. Ça peut signifier aussi bien un accélérateur. Donc, bon, Zeitraffer. Donc, mettons, je garde la traduction reçue. Le jour par lequel commence un calendrier fonctionne comme un accéléré historique. Et c'est finalement la même journée qui ne cesse de revenir sous la forme des jours fériés, des jours de commémoration. Accéléré contre continuum. Le verbe raffen, sur lequel est construit le mot Zeitraffer, signifie s'emparer de, rafler, ou, dans certains contextes, raccourcir un texte. Donc le principe, au contraire de celui de l'horloge, est de concentration, d'intensification. L'horloge rythme le passage d'une unité à une autre, seconde, minute, heure. Le calendrier structure le temps comme retour d'un événement premier. Le temps physique, le temps de l'horloge, n'implique aucune conscience. Les secondes, les minutes et les heures s'écouleraient même en l'absence d'homme pour en constater le passage. Il ressemble au temps dans lequel vit l'adulte dont parlait Baudelaire. Pris dans ce temps, l'homme éprouve son inexorable passage, son cours, sa course. Alors il temporise, il remet à plus tard, il tergiverse, patiente. Et la délibération, sérieuse mais impuissante, occupe tout son temps. Le temps de l'action révolutionnaire, chez Benjamin, est semblable au temps de l'enfance, intense et complexe, bien que concentré. Il est le temps du recommencement, opposé à celui de l'écoulement continu et irréversible. Mais il faut entendre, pour donner son sens vraiment à l'opposition que fait Benjamin, il faut entendre que le recommencement est fondamentalement renouvellement. C'est certes le même jour qui revient dans le calendrier, mais il y revient à nouveau, pour ainsi dire. Et ce même jour à nouveau n'est pas identique au jour passé. C'est le même jour à neuf, aujourd'hui. Tel est le paradoxe du temps vécu, que Benjamin appelle Jetztzeit. Le temps de maintenant, si on veut traduire littéralement, maintenant.
L'action réelle, l'action révolutionnaire, puisque toutes les autres ne font qu'assister médusées au passage désespérant du temps de l'horloge, l'action réelle, révolutionnaire, c'est celle qui porte la conscience d'un tel paradoxe à son maximum d'intensité. La nouveauté de l'instant marqué par une graduation sur le cadran de la montre n'est qu'apparente. Rien de nouveau en réalité, seulement de l'ancien, du déjà vu. L'aiguille de la montre égrène des unités que rien ne distingue, sinon leur place sur la flèche du temps. Rien n'arrive, tout passe, tout part. L'enfance est l'âge de la nouveauté, l'âge adulte celui de l'expérience, dit-on. Mais souvent, celle-ci, l'expérience, ne désigne qu'un degré d'ancienneté dans le continuum. D'où la volonté révolutionnaire d'arrêter le temps pour retrouver la conscience historique enfouie sous la dictature de l'horaire. Je cite Benjamin, Walter Benjamin. Pendant la Révolution de Juillet, il s'agit de 1830, pendant la Révolution de Juillet, survint encore un événement au cours duquel cette conscience historique retrouva son droit. Lorsque le soir de la première journée de combat fut venu, il se trouva qu'en plusieurs lieux de Paris, on tira, indépendamment mais en même temps, simultanément, sur les horloges des clochers. Détruire les horloges, c'est en quelque sorte tenter de renouer avec le hors-temps de l'enfance, revenir au cœur de la nuée, du nébuleux. Cependant, il ne s'agit pas de détruire le temps lui-même, mais uniquement sa forme aliénante, dégénérée, pour revenir à son intensité originaire. Le fragment de Benjamin s'achève sur la citation d'un poème d'Auguste Barthélemy et Joseph Méry, qui ont participé aux journées de juillet, poème intitulé « L'insurrection ». Je vous le lis pour information. Qui le croirait ? On dit qu'irrité contre l'heure, de nouveau Josué, au pied de chaque tour, tirait sur les cadrans pour arrêter le jour. Et ce fragment renvoie, dit Benjamin, à Baudelaire. Baudelaire, dont le désir le plus profond était, selon Benjamin, d'interrompre, je cite sa formule, d'interrompre le cours du monde, soit ce qu'il appelle le désir de Josué. Alors voilà, de ce préambule, je vais tirer 3 figures qui sont les suivantes. Celle de l'enfant, dont la vie est intensité nébuleuse, au moins au regard de l'adulte qui a perdu l'enfance, et 2 figures d'adultes. Celle du bourgeois d'abord, l'homme du temps qui passe, de l'horloge qui rythme l'écoulement d'un temps compté. Le bourgeois amène les 3 modalités de notre rapport au monde à leur plus bas degré d'intensité. Du rêve, il fait un divertissement, de la pensée, une culture. Enfin, il réduit l'action à une activité professionnelle, une pratique socialisante, ou, comme l'a montré René Lévy l'autre jour, une production qui rapporte. Et puis, 3e figure, celle du révolutionnaire. Le révolutionnaire qui aimerait retrouver l'enfance en détruisant le monde et le temps bourgeois. Alors, face au vide de l'existence bourgeoise, je comprends qu'on soit saisi d'une forme d'effroi. Mais, pour ma part, je ne ressens aucune nostalgie de l'enfance, et sensible à ce que j'appelle le désir de révolution, je sais aussi que le temps ne s'est pas arrêté en juillet 1830, et je ne puis céder à ce que Jean-Claude Milner a, je crois, très bien nommé la croyance révolutionnaire. Donc je veux tenter de concevoir une autre manière de conjoindre le rêve, la pensée, l'action, une autre manière que l'infantile confusion ou le tourbillon révolutionnaire. Je voudrais essayer de penser donc une articulation nouvelle de chacun de ces 3 aspects, de sorte qu'ils concourent sans se confondre. Pour le dire à l'aide d'une image, je voudrais essayer de faire de cette nébuleuse, je veux dire de ces 3 actes qui, à en croire Baudelaire dans l'enfance, n'en formaient qu'un, une constellation ou une configuration. Alors je vais commencer par le rêve. J'essaie de traiter mon sujet, le rêve. Rêver, c'est d'une certaine manière reconfigurer le monde en images, c'est-à-dire ne le reconfigurer que durant le temps du rêve. En ce sens, tout rêve constitue une parenthèse, un moment hors du temps.
Dans le rêve, si l'on peut dire, j'envisage le réel sans y être plongé consciemment. Imaginaire, le rêve permet de se figurer le réel autrement, si on peut dire à moindre frais, d'en décoller et de prendre sur lui un point de vue. En ce sens, le rêve est lié à la liberté, dont il constitue comme l'une des sources. Ne pas pouvoir rêver, ce serait ne pouvoir quitter le réel qu'à en disparaître effectivement, comme on le ferait dans un sommeil sans rêve. Rêver, c'est à l'inverse, paradoxalement, quitter le réel, mais sans le quitter totalement. Une parenthèse, là encore. Mais, bon, le rêve, comme on sait, n'est pas volontaire. Seule sa reprise et sa remise en forme permettent d'y saisir de quoi reconfigurer volontairement le réel. Et cette reconfiguration volontaire, elle n'a pas lieu dans le hors-temps du rêve, mais dans le hors-lieu de l'utopie. Mythe et utopie, je vais revenir sur leur différence tout à l'heure, sont des reconfigurations imaginaires du réel. Et je ne veux évidemment pas dire par là que ce sont simplement de doux rêves, parce que, comme vous savez, les images gouvernent le monde bien davantage que les idées. Il suffit souvent d'une image, fût-elle factice, pour émouvoir la planète ou pour renverser un tyran. L'imaginaire est efficace, qui prête ses traits au réel, dont les traits sont nettement moins bien dessinés. Le rêve, donc, est fait d'images. Et les images ne sont pas tant des contenus de conscience, dit le jeune Sartre phénoménologue, qu'un certain type de conscience. Donc je cite l'imaginaire de Jean-Paul Sartre. Le mot d'image, écrit-il, ne saurait donc désigner que le rapport de la conscience à l'objet. Autrement dit, c'est une certaine manière qu'a l'objet de paraître à la conscience, ou, si l'on préfère, une certaine manière qu'a la conscience de se donner un objet. Donc, l'image est une modalité de la conscience davantage qu'un objet. Elle est, dans ma terminologie, une manière d'envisager le réel. Dans son livre, Sartre en distingue trois manières d'envisager le réel: la perception, la pensée, la conception, et l'imagination. Percevoir quelque chose en image, donc imaginer, ça n'est ni concevoir cette chose, ni la percevoir, mais c'est adopter vis-à-vis d'elle une attitude originale que Sartre appelle de quasi-observation. D'un objet, je vais vous l'expliquer rapidement, d'un objet que nous percevons, nous pouvons, en effet, apprendre quelque chose. Mieux, dit Sartre, la perception est apprentissage, puisque plus on regarde la chose, plus on en connaîtra les caractéristiques. Alors que l'image se donne d'un bloc, d'un seul coup, et elle ne nous apprend rien, rien que nous ne sachions déjà. Impossible, dit Sartre, que je paraphrase ici, d'apprendre quoi que ce soit d'une image que je produirais dans ma conscience. L'exemple qu'il donne là-bas, c'est l'exemple de la façade du Panthéon. Si vous produisez en vous l'image de cette façade, vous ne pourrez jamais compter sur cette image les piliers qui s'y trouvent. Voilà. Pourtant, vous pouvez passer tous les matins devant le Panthéon et en avoir une image très précise. La conscience percevante, conscience donc qui se met en œuvre lorsque je perçois quelque chose, implique la temporalité, alors que la conscience imageante est hors du temps. Sartre ajoute que cette conscience imageante, donc l'imagination, pose son objet comme néant, c'est-à-dire qu'elle sait d'emblée qu'elle n'est pas perception. Il n'y a pas de confusion possible. Ça aura des conséquences dans sa lecture de Descartes dans un instant. Je cite à nouveau Sartre. Toute conscience pose son objet, mais chacune à sa manière. La perception, par exemple, pose son objet comme existant. L'image enferme elle aussi un acte de croyance ou acte positionnel. Cet acte peut prendre 4 formes, et 4 seulement. Il peut poser l'objet comme inexistant, ou comme absent, ou comme existant ailleurs. Il peut aussi se neutraliser, c'est-à-dire ne pas poser son objet comme existant. Alors, qu'en est-il du rêve, dans cette optique ? Lorsqu'il l'aborde, Sartre commence par critiquer le fameux argument du rêve que Descartes déploie dans les méditations métaphysiques pour mettre en doute les opinions qu'il a reçues de ses sens. Bon. Après avoir rejeté la possibilité de se considérer lui-même comme fou, ce sont des passages relativement connus, sinon il faudra les relire, mais après avoir rejeté la possibilité de se considérer lui-même comme fou, Descartes prétend
qu'il n'y a pas, je le cite, d'indicateur certain, certis indicis, donc d'indice certain, mettons, par où l'on puisse distinguer nettement le sommeil d'avec la veille. Donc, quand je suis en train de rêver, il n'y a aucune différence avec ce que je suis en train de vivre maintenant. Je pourrais faire le rêve ou le cauchemar d'être ici face à vous, de perdre mes mots, etc. C'est pareil, je ressentirai la même chose. Sartre le contredit. Loin que le rêve possède un même degré de certitude que la perception, il se donne immédiatement, dit Sartre, au rêveur comme un rêve. Et l'apparition de la conscience réflexive fait disparaître le rêve aussitôt. Ainsi, si vous voulez, le rêve est beaucoup plus fragile que le réel, selon Sartre. Je le cite encore une fois. Lorsque je perçois une table, je ne crois pas à l'existence de cette table. Je n'ai pas besoin d'y croire, puisqu'elle est là en personne. Il n'y a pas un acte supplémentaire par lequel, percevant d'ailleurs cette table, je lui conférerai une existence crue ou croyable. Dans l'acte même de perception, la table se découvre, se dévoile, elle m'est donnée. Le rêve, au contraire, est une croyance. Tout ce qui se passe dans un rêve, j'y crois. Mais, ajoute Sartre, je ne fais qu'y croire. Donc, le rêve n'implique ni temps ni espace réel, mais pourtant, il me fait entrer dans une apparence de temps et d'espace. Car chacune des images qu'il constitue est entourée d'une atmosphère de monde, c'est-à-dire d'un monde qui n'est pas là, mais dont le halo accompagne toute image, d'un monde vaporeux. Le rêve est fait d'images-mondes qui n'ont pourtant jamais la complexité du réel, qui n'ont pas son visage. Dernière citation de Sartre, ou avant-dernière citation de Sartre, le rêve, ce n'est point la fiction prise pour la réalité, c'est l'odyssée d'une conscience vouée par elle-même et en dépit d'elle-même à ne constituer qu'un monde irréel. Le rêve est une expérience privilégiée qui peut nous aider à concevoir ce que serait une conscience qui aurait perdu son être dans le monde et qui serait privée du même coup de la catégorie du réel. Bon, ce que Sartre dit ici négativement, il le dit positivement dans la conclusion de son livre, et ce qu'il dit positivement, c'est que pour pouvoir imaginer, la conscience doit pouvoir sortir du monde, et donc elle doit pouvoir être libre. Liberté et imagination sont une seule et même chose. La conscience imageante, pour garder le vocabulaire sartrien, nie le monde, et elle nous offre la possibilité de l'envisager autrement qu'il n'est. Sans exalter outre mesure le rêve, qui en tant que tel reste stérile, il faut lui reconnaître cette paradoxale netteté, cette capacité à donner au réel, même si c'est sur un autre plan, des formes inattendues, capacité qui s'accompagne d'une puissante intensité que je voudrais décrire en me référant à un tout autre penseur qui est Nietzsche. Mon aphorisme du gai savoir, c'est l'aphorisme 232, dit la chose suivante. Je ne sais pas si l'allemand peut sonner à vos oreilles, mais disons que je le lis en allemand, je le traduis. Träumen, rêver. Man träumt gar nicht oder interessant. On ne rêve pas, ou absolument pas, gar nicht, oder interessant, sinon de façon intéressante, disons en français. Donc, on ne rêve pas, sinon de façon intéressante. Man muss lernen, ebenso zu wahren. Gar nicht oder interessant. Donc, on doit apprendre à veiller de la sorte, à veiller exactement de la même façon, pas du tout, ou de façon intéressante. Voilà l'aphorisme. Rêver, on ne rêve pas, sinon d'une façon intéressante. On doit apprendre à veiller exactement de la sorte, pas du tout, ou de façon intéressante. Alors, cet aphorisme m'intéresse parce qu'il lie l'acte de rêver à celui d'apprendre. Rêver ne revient pour Nietzsche ni à s'évader, comme on dit grossièrement, ni à exprimer sous une forme hallucinatoire nos désirs frustrés à l'état de veille, comme on dit savamment depuis Freud. C'est l'occasion d'apprendre, et d'apprendre quelque chose qui engage une pratique. Il s'agit, dans la phrase de Nietzsche, du fait de rêver, pas du rêve, du verbe. Non pas donc le rêve sur lequel nous avons tendance à focaliser notre attention depuis l'interprétation des rêves de Freud, non du rêve comme récit, ni même comme contenu, mais du fait même de l'acte, si on peut dire, de rêver. Nietzsche donc ne parle pas de l'intérêt du rêve en vue de comprendre quelque chose de la vie psychique du rêveur, ni de sa prétendue valeur prémonitoire qui permettrait
de découvrir par avance un avenir dévoilé en lui mais illisible par nos consciences ordinaires. Il y a, dit-il, un intérêt intrinsèque à l'acte de rêver, indépendamment du contenu du rêve. Un peu comme si, ou comme chez, Descartes, pour les philosophes, vous entendrez la chose, le je pense, le cogito, ou le cogitare, le fait de penser, est indépendant du contenu de ma pensée, de ce que je pense. Même si tout ce que je pense est faux, il n'en reste pas moins que je pense, dit Descartes. Vous connaissez le passage. Donc, Nietzsche part d'un constat. On ne rêve pas, sinon de façon intéressante. Je comprends la chose suivante. Je comprends que l'intéressant n'est pas dans le contenu, mais dans la qualité de ce que nous vivons en rêve, dans la qualité du vécu onirique. Qu'est-ce donc qui le distingue de la vie éveillée? Parce que s'il faut apprendre à veiller comme on rêve, c'est bien que la vie éveillée manque de ce qui caractérise la vie rêvée. Mais précisément, elle manque de cet intérêt. Elle manque de cette qualité du vécu. Si l'on doit apprendre à veiller comme on rêve, c'est que ça ne va pas de soi et que veiller est ordinairement moins intéressant que rêver. Que le temps de la veille n'est pas celui du rêve. On peut, évidemment, je le souhaite à tout le monde, veiller de façon intéressante, mais on peut aussi veiller de façon neutre, voire inintéressante. On peut s'ennuyer. Voilà, c'est ça le point. Pas d'ennui dans le rêve. Pas d'ennui dans le rêve. Ou plutôt, pour être fidèle à ce que dit Nietzsche, pas d'ennui dans le rêver. Nul rêvé, fût-il rêver l'ennui, ne produit l'ennui. Rêver qu'on s'ennuie, ce serait vivre l'ennui, si je suis Nietzsche, bien entendu. Rêver l'ennui, ce serait vivre l'ennui de façon intéressante. Et donc ne pas s'ennuyer ce faisant. Alors qu'est-ce que l'ennui? Simple, l'incapacité à trouver de l'intérêt à quoi que ce soit, y compris des choses qui, par ailleurs, à d'autres moments, sont susceptibles de nous intéresser. Parce que ce ne sont ni les choses, ni leur absence, non plus leur inaccessibilité, qui expliquent l'ennui. Il en va, si vous voulez, de l'ennui exactement comme du désir. Nous ne désirons pas les choses parce qu'elles sont désirables, elles le sont parce que nous les désirons. Rêver, c'est donc s'intéresser, faire l'expérience d'un vécu plus intéressant, plus intense, bien qu'on ne le maîtrise pas et qui nous dépasse, en quelque sorte. Cette expérience, Nietzsche nous appelle à la transplanter, mettons, dans l'être éveillé. Il faudrait ne veiller que de façon intéressante. Alors je voudrais insister sur le geste qui me paraît remarquable. Nietzsche ne dit pas « la veille ne vaut rien, elle est déprimante, rêvons ». Il nous invite à aucune fuite dans les arrière-mondes imaginaires. Il n'y a nulle dépréciation de la vie, mais plutôt le contraire, une volonté d'intensification. Il y a mieux que veiller, eh bien apprenons à faire de notre vie éveillée quelque chose d'équivalent à ce mieux. J'entends donc la phrase de Nietzsche comme un appel à l'action, puisque veiller, c'est aussi penser et agir. Puissions-nous donc, ce sera programmatique, puissions-nous donc ne penser et n'agir que de façon intéressante. Qui rêve fait l'épreuve d'une certaine plasticité du réel et de sa potentielle intensité. Et c'est cette intensité plastique qui explique, je crois, la puissance du mythe. Dans ses réflexions sur la violence, Georges Sorel distingue et oppose mythe et utopie. Le mythe est à ses yeux un tableau vivant, je le cite, un ensemble d'images de bataille assurant le triomphe d'une cause. L'une des deux illustrations qu'il en donne est, pour les syndicalistes, la grève générale, en version assouplie, un peu moins... avec un relief moindre pour nous, ce qu'on appelle souvent la rentrée sociale, le troisième tour social. C'est le mythe, ce qui va cristalliser l'action. Le mythe ne décrit rien. Il exprime, en revanche, la volonté de ceux qui agissent et manifeste cette volonté par d'autres voies que celle de la pensée. Et à l'inverse, pour Sorel, l'utopie résulte d'une élaboration intellectuelle. Elle appartient donc à l'ordre de la pensée, elle, l'utopie. Je cite. Tandis que nos mythes actuels conduisent les hommes à se préparer à un combat pour détruire ce qui existe, l'utopie a toujours eu pour effet de diriger les esprits vers des réformes qui pourront être effectuées en morcelant le système. Il ne faut donc pas s'étonner si tant d'utopistes purent devenir des hommes d'État habiles lorsqu'ils eurent acquis une plus grande expérience de la vie politique.
un mythe ne saurait être réfuté puisqu'il est au fond identique aux convictions d'un groupe, qu'il est l'expression de ses convictions en langage de mouvement. Et que par suite, il est indécomposable en partie qui puisse être appliqué sur un plan de descriptions historiques. Le mythe est puissant parce qu'il parle un langage de mouvement. C'est moi qui parle maintenant. Plus direct, si vous voulez, que le langage des signes dont nous usons pour penser. Et de cette puissance du mythe ont usé, en d'autres sens, d'assez nombreux penseurs, à commencer par Platon, par exemple, ou les néoplatoniciens qui commentaient son œuvre, pour lesquels le mythe est ce qui pousse l'âme pensante à dépasser ses limites pour déchiffrer la vérité au moyen d'un véritable art de l'interprétation. Plus récemment, on pourrait montrer que le théâtre de Sartre, puisque j'ai parlé de lui tout à l'heure, le théâtre de Sartre joue dans son œuvre, il faut le relire absolument, il a très mauvaise réputation, mais c'est très bon théâtre. Donc, le théâtre joue dans l'œuvre de Sartre le rôle du mythe. C'est ainsi qu'il le décrit en tout cas, comme le moyen de dire ce que le langage, même philosophique, ne parvient pas encore à dire. Et il a eu cette intuition lorsqu'on a joué sa première pièce, au Stalag, pièce assez mauvaise par ailleurs, qui s'appelle Bariona, celle-ci, mais vraiment une pièce de jeunesse. Et il en témoigne dans un texte qui s'intitule « Forger des mythes ». Je vous lis 2 lignes de ce texte. Donc il est en train de raconter la soirée au Stalag où on joue sa pièce. À cette occasion, comme je m'adressais à mes camarades par-dessus les feux de la rampe, leur parlant de leurs conditions de prisonniers, quand je les vis soudain si remarquablement silencieux et attentifs, je compris ce que le théâtre devait être, un grand phénomène collectif et religieux. Alors j'en viens à la pensée, ou au verbe penser. Quand j'ai cité Baudelaire, j'ai feint d'accepter la réduction de pensée à délibérer. Or, quelle que soit l'importance de la délibération et de l'espace délibératif dont nous avait parlé l'an passé Sophie Vanish ici même, le verbe penser désigne bien d'autres choses encore. Penser, vous le savez, je vais énumérer un certain nombre de définitions possibles. Penser, c'est concevoir, c'est forcer de comprendre ce que sont les choses, en former ou en saisir les idées. Idées qui, dit Descartes, sont comme, le comme est important ici, comme les images des choses. Le comme est important puisque si toute idée s'accompagne d'une image, dit Descartes, par nature, elles sont radicalement différentes l'une de l'autre. L'idée, c'est la manière dont notre esprit ou notre conscience constitue le réel en monde. Et cette idée, elle ne vient pas seulement a posteriori du réel, mais elle permet de l'appréhender et de le comprendre. La puissance des idées témoigne aussi du risque qu'elles contiennent. Ce risque, c'est qu'on les prenne pour le réel, qu'on réduise le réel au monde tel qu'il est, constitué par la conscience. C'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Penser, vous savez, c'est aussi nommer, désigner plus ou moins adéquatement le réel et le donner à voir aux autres et à soi-même. Nommer, dit Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature ? Nommer, c'est donner à voir. Enfin, penser, c'est s'orienter dans le réel, y tracer des chemins, des routes, l'arpenter, l'aménager, le déchiffrer, y découvrir des repères. Mais, bon, il ne suffit pas de définir l'acte de penser. Encore faut-il distinguer, je crois que c'est le point le plus important sur cette question, distinguer dans notre activité même de connaissance ce qui relève vraiment de la pensée et ce qui s'en éloigne. Dans la terminologie platonicienne, si vous voulez, distinguer pensée et opinion. Il faut distinguer pensée et opinion parce qu'ils se ressemblent. Elles se ressemblent, pardon, la pensée et l'opinion, parce qu'elles se ressemblent grandement. L'opinion, à première vue, est intermédiaire entre savoir et ignorance. Mais il y a des opinions vraies et d'autres qui sont fausses. Donc il faut préciser encore le tableau. Une opinion vraie, droite, le mot en grec c'est orthodoxa, c'est le mot qui a donné orthodoxie dans notre langue. Une opinion vraie, droite, est intermédiaire entre le savoir et l'ignorance, comme je viens de le dire. Mais si elle est fausse, elle constitue un cas d'ignorance particulièrement néfaste et revêche l'ignorance de celui qui prétend pourtant savoir. L'opinion vraie équivaut, c'est ce que dit Platon du moins, pour ce qui concerne l'action au savoir, mais évidemment pas pour ce qui concerne la connaissance. L'opinion fausse, quant à elle, est pire que toute ignorance. Socrate la qualifie de double ignorance, ignorance s'ignorant comme telle,
et se prenant pour du savoir. Autrement dit, l'opinion fausse, c'est une idole de connaissance ou de savoir. La connaissance n'est vivante, selon Platon, qu'en tant qu'elle ne se fige pas, qu'en tant qu'elle ne déchoit pas en opinion, fût-elle droite. Elle est la connaissance, douée d'âme, pour autant qu'elle est capable d'échapper à sa propre fossilisation. La parole de Socrate, le modèle du discours vivant pour Platon, vise à débusquer les opinions fausses. Elle cherche à rendre à l'âme de son interlocuteur sa puissance propre de pensée, en l'amenant à prendre conscience de son ignorance. Parce que la thèse de Platon et de Socrate, c'est que l'âme s'ankylose dans l'opinion, qu'elle s'y fait complaisante, paresseuse, d'une paresse qui réside dans le fait même de croire qu'elle sait. Autrement dit, dans le fait de croire que le savoir n'est pas un acte, mais un contenu. Connaissance et discours sont vivants, non pas simplement en tant que tels, mais en tant qu'ils transmettent la vie. C'est-à-dire qu'ils permettent à l'âme de recouvrer sa puissance de pensée. Être savant, je répète, ça n'est donc pas un état, c'est un acte. La connaissance vivante, douée d'âme, c'est ça que ça veut dire vivante, implique la pensée, ou plutôt l'acte de penser, la dianoia dans le grec de Platon. Mais ce qui vit, c'est aussi ce qui peut mourir. Donc il ne suffit pas d'opposer pensée et opinion comme des contraires. Leur rapport est dynamique, disons, pas simplement logique. Je vous rappelle une définition très célèbre qu'on trouve dans le Thé et Tête de Platon. C'est Socrate qui parle, il s'adresse à Thé et Tête, son interlocuteur. Appelles-tu pensée la même chose que moi? Thé et Tête lui répond par une question, c'est de bonne guerre dans les dialogues platoniciens. Qu'est-ce que tu appelles pensée? Socrate. Une discussion que l'âme elle-même poursuit tout au long, avec elle-même, à propos des choses qui lui arrivent d'examiner. Bon, elle est très connue, elle dit en substance que penser, c'est dialoguer, c'est-à-dire questionner et répondre. C'est la raison pour laquelle Platon n'a écrit que des dialogues. Mais ce jeu de questions-réponses s'achève par une décision, par un arrêt, au sens quasi juridique du terme. Et le nom de cet arrêt, qui est donc le résultat de l'acte de pensée, c'est doxa, opinion. Donc l'opinion, c'est le résultat de la pensée en tant qu'il est figé. Autrement dit, la pensée elle-même peut produire son contraire. L'opinion, qui est le résultat de la pensée, menace de n'être plus connaissance active, mais simple affirmation. Une affirmation non pensée. Voilà, l'opinion, c'est ça. Non pensée, c'est encore plus subtil ou compliqué, non pensée, même si elle l'a été auparavant. C'est-à-dire que celui qui opine, lui qui affirme une opinion, celui qui opine ne pense pas, et son absence de pensée peut s'entendre de plusieurs façons. Elle peut résider dans le fait d'une simple répétition. Soit qu'il répète ce qui a été pensé par d'autres, soit qu'il répète ce que d'autres répètent sans l'avoir pensé eux-mêmes. C'est fréquent. Mais, deuxième possibilité, et c'est ça la difficulté, me semble-t-il, et l'intérêt de la conception platonicienne, elle peut aussi résider, cette répétition, dans le fait qu'on ne pense plus ce qu'on a pourtant soi-même pensé. Non pas parce qu'on aurait changé d'avis, mais parce que ce qu'on a pensé une fois ne suffit pas s'il y manque, alors excusez-moi pour la cuistrerie du grec, l'upomnesis, c'est-à-dire la remémoration, disons en français, c'est-à-dire la capacité de redonner mouvement à l'opinion, de lui rendre son caractère animé initial. L'opinion, donc, vous l'aurez compris, c'est quelque chose comme une pensée dépassée et déposée. Et penser, c'est toujours un acte. C'est donc pas simplement savoir, autrement dit garder en mémoire, mais c'est d'abord et avant tout, de façon apparemment tautologique, j'en conviens, savoir ce que l'on sait. C'est-à-dire être toujours capable de réitérer ce que l'on savait, mais réitérer, ça n'est pas simplement répéter. Réitérer, c'est ici renouveler, c'est-à-dire remettre la pensée en branle. Et c'est pourquoi penser n'a pas de fin, bien que l'opinion prétende constituer une telle fin. À supposer même qu'on pût tout penser, tout avoir pensé, eh bien, il resterait encore à tout repenser. De la pensée, nous ne sommes jamais quittes. Et l'opinion prétend le contraire.
De son point de vue, avoir tranché, c'est n'avoir plus à le faire. Donc l'opinion s'oppose à la vie de l'âme. Elle est psychiquement mortifère. Dans l'opinion, l'âme prétend se suffire et elle fait preuve de suffisance. Elle s'immobilise en soi. Mais si l'âme est vie, mouvement, alors l'opinion la détruit. Et l'assurance dont font preuve ceux qui opinent est toujours déplacée et injuste. Au fond, penser repose sur une sorte de postulat implicite, que je vais dire mal et vite, mais enfin, le postulat du sens. Penser, c'est d'emblée vivre dans un monde sensé ou dans un monde susceptible de recevoir un sens, mais c'est pareil. Actuel ou potentiel, le sens est nécessaire à la pensée, fût-il non-sens ou absurde, parce qu'on peut parfaitement théoriser le non-sens et l'absurde, et on peut parfaitement les théoriser, parce qu'au fond, ils ne sont que des avatars de notre intellection du monde. Envisager le réel comme intelligible, ça ne signifie en aucun cas supposer par-delà ou en deçà des limites de notre monde, quelque arrière-monde que ce soit, mais simplement tenir que le réel s'offre à notre intelligence ou à notre lecture, sans en même temps avoir conscience du fait que celle-ci, notre intelligence, notre lecture, n'épuise pas le sens du réel, jamais. Ce sens excède toujours notre pouvoir de penser. Avoir conscience donc de la nécessité, dans ma langue à moi, d'une étude constante et renouvelée. L'excès du réel sur la pensée ne justifie aucun renoncement à la pensée, mais nous rappelle, autrement dit, la nécessité de toujours recommencer, de veiller à ce que notre intelligence soit constamment en alerte, à ce qu'elle ne se rapporte au réel que comme intéressant. Alors agir. L'acte implique une volonté, dont il est la réalisation. Mais une fois réalisé, il n'est plus voulu. Son existence s'impose désormais de soi, il est fait, il n'est plus à faire. Et il peut dès lors échapper à la volonté, voire même s'y opposer. Donc, en ce sens, agir, c'est exposer sa volonté à l'épreuve du réel. C'est exactement la manière dont Marx décrit le travail humain. Mais c'est du même coup la confronter, cette volonté, à son autre. Alors attention, son autre, non pas autre chose qu'elle-même, mais elle-même devenue autre, comme un gant retourné. C'est ce que Sartre appelle le pratico-inerte dans la critique de la raison dialectique. La manière dont un acte peut se retourner contre son auteur en s'inscrivant dans la matière, en se muant en être, en passant du faire à l'être, l'acte peut s'opposer. Ce que je voulais, ça existe, et maintenant c'est face à moi, et je dois en tenir compte, et ça peut s'opposer à ma volonté. Donc l'acte par lequel l'homme fait passer sa volonté de la puissance à l'existence effective le confronte aussi, ce même homme, à son impuissance. De la même façon qu'en pensant l'idée d'infini, j'en avais parlé l'année dernière ou il y a 2 ans, la conscience est confrontée à son incapacité à produire toutes les idées qu'elle pense, de même en agissant, l'homme goûte sa capacité de faire, sa puissance, et la limite de cette puissance ou son envers. Mais agir nécessite aussi une occasion. Car tout geste ou tout ensemble de gestes n'est pas un acte. Comme le répètent à l'envi les personnages encore du théâtre sartrien, qui cherchent leur acte, toujours, et qui butent constamment sur leur impuissance à agir, gesticulant plutôt qu'agissant. L'acte fait advenir ce qui n'était pas. Semblable à un événement, il produit une rupture dans le temps vide et homogène dont parlait Benjamin. Toujours, l'acte s'effectue dans le Jetztzeit, dans le maintenant, en tant que, même ponctuellement, il se situe hors du temps. L'acte conjugue donc volonté, occasion et, de ce fait, incertitude. Il dépasse tout savoir que nous pourrions avoir à l'égard des conséquences de ce que nous accomplissons. Et en ce sens, il nous ramène au caractère nébuleux du réel, il nous y replonge. Non pas que l'acte soit fatalement voué à l'échec, c'est une idée autour de laquelle Sartre a constamment tourné, mais parce que cette nuée s'offre à notre désir d'agir comme source inépuisable de possibilités, comme pure potentialité. En d'autres termes, le réel est suffisamment riche
pour qu'en toutes circonstances, notre désir d'agir y trouve de quoi se mettre en œuvre. Revenant à cet étourdissement, l'action est toujours commencement, fût-elle recommencement. Que l'acte soit accompli pour la première fois ou réitéré n'importe pas ici. Le réel, dans son abondance, permet l'incessant renouvellement du possible lui-même. Donc je vais conclure. Dans le rêve, quelque chose qu'on l'appelle inconscient, je vais commencer par la modernité, ou prophétie, quelque chose dans le rêve dépasse le pouvoir de notre conscience. Dans la pensée, quelque chose dépasse le pouvoir de notre entendement. Par exemple, l'absolument singulier, dont il ne saurait y avoir de science, l'unique ou l'infini. Dans l'acte, quelque chose dépasse la volonté qu'il a pourtant initiée, car agir renvoie toujours à quelque chose qui déjoue toute prévision, qui déborde toute anticipation, à l'inconnu, dit Lévinas dans Totalité et Infini. L'acte s'accomplit dans l'inconnu. Tout acte est, qu'on le veuille ou non, novateur. Et c'est pourquoi, évidemment, on peut le redouter, le repousser, le renvoyer au calendrier grec, vous savez, c'est la fameuse procrastination, ou au contraire, le rechercher par goût du risque ou esprit d'aventure. Ce débordement nous contraint à l'épreuve de nos limites. Et cette épreuve contredit notre élan, inspiré par ce temps de l'enfance, où, à en croire toujours Baudelaire, les trois facultés, vous vous souvenez, que sont le désir, la délibération et l'action, étaient une seule et même chose. Vivre cette contradiction comme une insupportable faiblesse revient à ne pas prendre la mesure exacte de la richesse du réel, qui est d'être toujours radicalement nouveau et de ce fait absolument libre. De ce déni du caractère absolument nouveau et imprévisible du réel naissent plusieurs tentations. Je les énumère. Celle de rêver toujours, qui équivaut à un refus de l'action et qu'on pourrait appeler quiétisme. Celle de s'en tenir à la seule pensée, c'est l'idéalisme. Celle, enfin, de ne faire qu'agir, l'activisme. Ou encore, celle d'imposer et de répandre une rêverie collective, qu'on l'entende positivement, comme Sorel, le mythe, qui galvanise et pousse à l'action, ou négativement, au sens de l'idéologie. Celle, toujours renaissante, comme tentation, de présenter ces idées comme les seules vraies, ça s'appelle le dogmatisme. Celle, enfin, de forcer le réel par l'action, la violence, la guerre, la révolution. C'est dire, si vous voulez, la puissance de notre refus d'envisager le réel. Chacun des actes qui devraient nous permettre de le faire, nous tentons de le transformer en moyen de nous soumettre le réel. C'est qu'en réalité, nous ne voyons pas que chacune de ces facultés, penser, rêver, agir, renvoie à un acte plus fondamental que je vais dire aujourd'hui, celui de créer. Acte de créer dans lequel seuls nous prenons la mesure du débordement de notre pouvoir par ses propres opérations. Par créer, j'entends revenir au nébuleux dont j'ai parlé au début. Alors mettons, pour que ce soit peut-être moins métaphorique, au texte par exemple, pour en extraire un peu de lumière, pour y frotter son intelligence, pour la mettre en action, et ce faisant, la parfaire. S'il dépend en effet de nous, de penser et d'agir, puisque l'initiative du rêve nous échappe plus souvent. L'assurance de mener à bien pensée et action nous échappe toujours. Créer, ça n'est donc pas exactement une faculté, c'est-à-dire un pouvoir qui se trouverait en nous en puissance, ce que dit le terme grec de dynamis, mais c'est le fait même de l'actualisation. Créer, c'est au sens propre, être actuel, ou pour mieux dire, plus simplement, vivre. Parce qu'il n'y a de vie qu'actuelle. Tout le reste peut au mieux rappeler la vie, dans certains de ses aspects, sans lui appartenir vraiment. Nous ne sommes vivants qu'à mesure que quelque chose s'échappe de nous,
en sort, nous échappe, ou que quelque chose de nouveau se crée en nous. Le reste du temps, nous feignons de vivre ou nous acceptons la mort. Seule la vie nous met en présence du réel, d'un réel, d'une richesse qui nous dépasse et nous enjoint de vivre pleinement. Seule, elle nous dévoile le visage des choses. En son absence, celle-ci, les choses, restent neutres et égales comme des idées. Vous savez que les idées sont des statues. Enfin, c'est Sartre qui le dit, dans un très beau texte de 1939 qui s'intitule « Visage », à une époque où le philosophe qui parle toujours du visage n'en avait pas encore parlé. Je parle de Lévinas, bien entendu. Je vous lis un très court passage de ce texte « Visage » de Sartre. Dans une société de statues, on s'ennuierait ferme, mais on y vivrait selon la justice et la raison. Les statues sont des corps sans visage, des corps aveugles et sourds, sans peur et sans colère, uniquement soucieux d'obéir aux lois du juste, c'est-à-dire de l'équilibre et du mouvement. Elles ont la royauté des colonnes doriques. La tête, c'est le chapiteau. Dans les sociétés d'hommes, les visages règnent. Alors certes, nous parons nos idées et nos statues, nos idées qui sont des statues, d'oripeaux qui produisent la culture. Mais celle-ci, la culture, ça n'est pas la vie, autrement inquiète et intense. La culture, c'est la vie figée, dans des formes littéraires, plastiques, sonores, dramatiques, etc., qui peuvent bien être somptueuses, voire sublimes, mais que nos pensées, nos rêves et nos actions ont la tâche urgente de faire éclater pour les rendre à nouveau vivantes. Merci.